fait beaucoup de recherches et a participé à la publication de plusieurs ouvrages. Pourquoi l'arc-en-ciel? Ben, je pense que pour débuter, je pense que c'était un beau symbole. Et puis, eh bien, Luc va nous montrer que un point important lorsqu'on s'intéresse à la couleur, c'est d'abord l'observation. Et je crois qu'après avoir écouté Luc, vous n'observerez plus les arcs-en-ciel de la même manière. Voilà, Luc, je te laisse la parole pour en gros une demi-heure. Merci beaucoup Lionel, merci Marjorie, merci Sonia. Effectivement, c'est un grand plaisir de vous parler de ce sujet euh, et donc de l'arc-en-ciel, mais vous allez voir, en fait, ce sera un point précis sur l'arc-en-ciel qui va m'intéresser, pas toute la physique de l'arc-en-ciel. Juste une petite question technique, est-ce que vous voyez bien avec le partage d'écran tout mon titre qui doit être avec la première ligne violet versus mauve? Oui, on le voit. Très bien. Parce que chez moi, c'est caché par un bandeau. Bon, voilà. Donc, je suis ravi de cette occasion et Lionel, très gentiment, eh bien, a dit des choses alléchantes sur ce que je vais raconter. Donc, j'espère maintenant que vous allez trouver que c'est à la hauteur de cette attente. Je vais vous parler d'une problématique qui m'est apparue et dont j'ai pris conscience à cause de mon activité d'enseignant de physique. Bon, bien sûr, j'ai souvent enseigné l'optique, j'ai souvent fait faire des travaux pratiques d'optique, et dans ces travaux pratiques, eh ben, j'ai assez souvent fait projeter un spectre de lumière blanche. Voilà, spectre visible. Et je vous en montre deux simulations sur cette page de titre de ma conférence. Et sur la première, on regarde de gauche à droite du rouge au bleu, à l'indigo, au violet. Voilà. Et c'est une simulation sur écran, c'est forcément imparfait. Une photographie, pour d'autres raisons, quoique il y a quand même une certaine ressemblance, ce serait imparfait aussi, de toute façon. Donc attention, il ne faudra pas prendre comme valeur d'évangile ce que vous allez voir sur vos écrans. Il faudra faire appel, je dirais, à votre mémoire des phénomènes, à ce que vous avez pu voir avec vos yeux vraiment directement, et pas par l'intermédiaire d'un écran et d'un appareil photo non plus. Voilà. Bon, donc on a essayé de simuler ici à quoi peut ressembler le violet. Et il y a différentes façons de faire cette simulation informatique. Donc, je répète, c'est l'ensemble du spectre visible. Voilà. Et en bas, sur la deuxième simulation, eh bien, on voit que c'est très différent dans cette extrémité droite. Et clairement, la bande qui apparaît ici, euh, à l'endroit où il devrait y avoir euh, le violet c'est à partir de 430, hein, donc à partir de l'endroit où je mets ma flèche, hein, donc voilà, jusqu'à 380. De 455 à 430, c'est l'indigo. Eh ben, sur tout ce domaine indigo-violet, eh ben, en fait, ils ont mis une sorte de couleur mauve. Voilà, on dirait pourpre au sens scientifique du terme. Bon, donc en fait, il y a un problème. Et corrélativement à cela, j'ai pu observer et j'ai fait confirmer tout récemment encore par des personnes qui connaissent bien les problèmes de vision et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que c'est effectivement une confusion fréquente qu'il y a entre le mauve et le violet. Donc c'est de cela dont je voudrais vous parler. Et donc, si je vous parle de ces phénomènes colorés, bon, ben, il y a 2 ans, donc j'ai publié ce que l'Académie des sciences m'avait confié. C'est donc un numéro spécial entier qui a été consacré à la réfraction astronomique. Et donc là-dedans, j'ai l'occasion de parler de phénomènes colorés aussi, mais pas d'arc-en-ciel. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la voir en ligne. Voilà. Bon, donc vous voyez un beau phénomène chromatique ici dans l'atmosphère, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Bon, et pour introduire mon propos, je vais devoir commencer par faire des rappels euh, de colorimétrie. Et grâce aux outils de la colorimétrie, euh, je préciserai la distinction entre le violet et le pourpre. Le pourpre, c'est un mot qu'on utilise en colorimétrie dans un sens scientifique. Ce n'est pas exactement le sens littéraire qui est donné par l'Académie française. Bon, mais là, on est entre scientifiques pour la plupart. Bon, j'utiliserai en tout cas pour ma part le vocabulaire scientifique et
pour ne pas faire quand même trop surprenant, parce que pourpre n'est pas un mot d'usage très courant, j'utiliserai mauve à la place et je ne ferai pas de distinction. Pour moi, je prendrai mauve comme complètement synonyme de pourpre dans tout mon discours. Bon, je répète, pour l'Académie française, il y a des différences aussi, mais ce n'est pas le même niveau de langage, ce n'est pas le langage de la colorimétrie, ce n'est pas le langage scientifique. Bon, ces rappels assez indispensables étant faits, eh bien, équipés, je dirais, de ce vocabulaire, et puis de ce que l'on aura compris sur la différence entre le violet et le mauve ou le pourpre grâce à la colorimétrie, je vous inviterai à observer des images. Alors là encore, hein, il ne faudra pas les prendre pour parole d'évangile à cause de ce que je viens de dire tout à l'heure, il faudra faire appel à vos souvenirs. Et puis, dès que vous aurez l'occasion de voir un arc-en-ciel, ben, regardez-le en utilisant les points d'attention que je vous aurai signalés. Donc, on observera sur ces images le côté intérieur de l'arc-en-ciel primaire, en se demandant, est-ce qu'on voit du bleu, est-ce qu'on voit du violet, ou est-ce qu'on voit du mauve, ou peut-être tout à la fois. Voilà, je laisse un petit peu le suspense. Et on se rendra compte qu'il y a de ce côté intérieur des arcs surnuméraires et que ceci, pour mon propos, et pour expliquer d'où peut venir, à mon avis, cette confusion entre le mauve et le violet, les arcs surnuméraires jouent un rôle très très important. Ce sera le but de ma deuxième partie. Et en conclusion, eh bien, je vous raconterai qu'à cause de phénomènes physiques qui sont en fait ceux qui m'intéressent le plus dans cette histoire, parce que moi je suis physicien, à cause de ces phénomènes physiques, on peut proposer une explication probable à cette confusion, ou l'origine de cette confusion entre le violet et le mauve. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler la synthèse additive des couleurs. J'imagine que tout le monde connaît ça par cœur. C'est juste l'occasion pour moi de remontrer encore un petit peu de vocabulaire. Vous voyez ici, à la superposition des lumières bleues et rouges, eh bien, qu'il apparaît ce qui est nommé du magenta. Bon, dans le vocabulaire des peintres, ce serait le rossyrien, et on aura l'occasion de dire que, en colorimétrie, au sens de la colorimétrie, c'est un pourpre plutôt équilibré entre le bleu et le rouge. Voilà. Alors, la colorimétrie, eh bien, a des bases mathématiques. C'est tout à fait intéressant parce que c'est la façon scientifique et quantitative d'étudier la couleur. Bon, j'avais fait un polycopier sur la question, je vous en ai mis quelques extraits ici. Je ne vais pas non plus vous faire l'affront de vous infliger tout ça dans le détail. Bon, mais disons qu'il y a des définitions mathématiques et quantitatives intéressantes et de ce que l'on appelle les coordonnées trichromatiques, petit x, petit y, petit z, pour le diagramme des couleurs. Vu leur définition, on remarque qu'elles sont liées. On a petit x plus petit y plus petit z qui est égal à 1. Donc, il suffit de prendre les deux premiers x, y et on a le dernier, z. Voilà. Et donc, dans le plan défini par ces coordonnées, petit x et petit y, eh bien, on bâtit un diagramme où à chaque point de ce diagramme est associée une couleur, ou plutôt une couleur est associée à chaque point. On verra un petit peu pourquoi il faut faire attention à l'ordre dans lequel on dit ça. C'est plutôt le deuxième ordre que j'ai dit qui est le bon. Bien. Et donc, ce diagramme, on le verra de façon plus jolie dans les quelques pages qui suivent, est limité par cette courbe qui s'appelle le spectrum locus. Comme son nom l'indique en latin, eh ben, c'est le lieu de tous les points représentant les couleurs monochromatiques. Voilà, qui sont donc par définition des couleurs pures. Voilà. Et vous avez, joignant donc le point du spectrum locus qui est son extrémité violette, voilà, donc le violet le plus extrême est représenté par le point que j'indique par mon pointeur ici, que j'agite un petit peu. Donc joignant ce point violet extrême au point rouge extrême qui est de l'autre côté, à l'autre extrémité du spectrum locus, il y a ce que l'on appelle la droite des pourpres. Mal nommé d'ailleurs parce que ce n'est pas une droite, c'est un segment de droite seulement. Voilà. Et vous avez le point blanc, W, dont par définition des grandeurs qui ont été affichées sur votre écran tout à l'heure, a pour coordonnées un tiers, et petit z, donc égal un tiers aussi. Voilà, donc ça c'est pour le point blanc qu'on appellera le point W. Bon, on peut démontrer, à l'aide des quelques formules qui sont dans les pages précédentes, une loi qui est très intéressante, très importante, que j'ai appelée ici la loi du mélange. C'est que, imaginez qu'au bout de mon pointeur, il y ait un point, voilà, c'est-à-dire une couleur associée à ce point. Je considère maintenant une autre couleur associée à un autre point, voilà, à l'autre extrémité. Et
si on superpose les lumières donnant ces deux couleurs, en dosant bien, on obtiendra d'autres couleurs qui vont former un ensemble associé à des points de ce diagramme qui sont le segment de droite, joignant les deux points que j'ai dit. Voilà. Et on pourra décrire tout le segment en faisant varier judicieusement le dosage de ces deux lumières ayant les deux couleurs qui sont aux deux extrémités. Voilà, c'est ce que j'appellerais la loi du mélange. Et à mon avis, euh, cette propriété géométrique, mathématique, est le fondement du gros intérêt qu'il y a à utiliser ce diagramme des couleurs, qui pourtant a des défauts, hein, dont on parlera et que vous connaissez déjà sans doute déjà. Voilà. Alors, déjà, premier intérêt, on peut se dire, allez, soit une couleur quelconque représentée par un point M quelconque du diagramme. Si le point M n'est pas dans le triangle que vous voyez dessiné en pointillé en bas, alors, eh bien, on va tracer un segment qui part du point blanc, W, qui passe par le point de couleur quelconque considéré et qui arrive sur le spectrum locus, donc qui arrive en un point correspondant à une lumière monochromatique, donc à une couleur pure. Eh bien, cette loi du mélange fait que cette couleur qui peut être due à un spectre de forme très compliqué, on peut l'obtenir exactement identique par un spectre beaucoup plus simple. Donc différents spectres peuvent donner la même couleur, c'est ce qu'on appelle le métamérisme. Et ce spectre est constitué d'un spectre blanc parfait qui donne le W et d'un spectre monochromatique pur, une raie spectrale si vous voulez, qui donne le point D. Voilà. Et en dosant bien le blanc et la raie monochromatique, on obtiendra le point M comme tous les autres points du segment. Voilà. Donc, ceci est une façon de caractériser une couleur par superposition bien dosée de blanc et d'une raie. Voilà. Et à ce moment-là, la longueur d'onde de cette raie, on l'appelle la longueur d'onde dominante de la couleur. Mais qu'est-ce qui se passe quand le point M est dans le triangle ici, qui s'appelle le triangle des pourpres, comme vous avez vu? Bon, bien sûr, vous avez deviné que le triangle des pourpres comment dire, caractérise au niveau de la colorimétrie l'ensemble des couleurs que l'on appelle pourpre au sens colorimétrique. Voilà. Alors, déjà, les pourpres purs, ils sont représentés par les points de cette droite, et vous voyez que ce segment de droite, et on peut les obtenir tous en dosant bien la superposition d'une lumière spectrale, donc d'une raie violet extrême et d'une raie rouge extrême. Voilà, en prenant les extrêmes, eh bien, on obtient à la droite des pourpres purs. Et on comprend bien, à cause de la loi du mélange, que j'applique une deuxième fois. Je viens de l'appliquer une première fois pour ce segment des pourpres purs. Si je l'applique maintenant entre un point pourpre pur et le point W, eh bien, cette loi du mélange me montre que, en superposant la lumière pourpre pure que j'ai comme superposition donc de violet extrême et de rouge extrême, en lui superposant du blanc, eh bien, j'obtiendrai un pourpre impur, voilà, qui a une pureté colorimétrique plus petite que 1. Les seuls points qui ont la pureté colorimétrique égale à 1, ce sont ceux qui sont sur la frontière de ce domaine convexe qui caractérise géométriquement l'ensemble des couleurs. Voilà. Et on peut aussi se dire, tiens, je pars d'un point quelconque dans le domaine des pourpres, donc je considère le segment qui passe par W et ce point quelconque, et ça arrive sur la droite des pourpres, et je peux dire que j'obtiens ainsi donc le pourpre impur en superposant un pourpre pur et du blanc. Mais je peux aussi dire, tiens, je considère le segment qui part du point pourpre quelconque que je considère, éventuellement impur, qui passe par W, qui arrive en un point du spectrum locus. Et ce que je constate, c'est que si je superpose ce pourpre impur bien dosé à l'arrêt, à la lumière donc, de l'arrêt correspondant à D, à ce moment-là, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais pouvoir obtenir du blanc. Donc, je vois que cette raie monochromatique superposée au pourpre impur peut me donner du blanc. En ce sens-là, cette raie monochromatique est complémentaire du pourpre impur et sa longueur d'onde, on l'appellera la longueur d'onde complémentaire du pourpre. Voilà. Donc, on a ce genre de choses. Bon, j'ai mis ici les longueurs d'onde correspondantes aux différentes couleurs du spectre. Il y en a 7.
En partant de l'extrémité violette, vous avez le violet, l'indigo, et puis le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge, ça fait les 7. Le violet correspond à l'intervalle de 380 à 430 nanomètres. C'est un tout petit bout ici de l'extrémité violette du diagramme des couleurs. Voilà. Et sont représentés ici, au sommet de ce triangle, les 3 points qui correspondent aux 3 couleurs émises par les luminophores de nos écrans. Donc la loi du mélange fait que l'ensemble des couleurs reproductibles par nos écrans, ce n'est que celles qui sont dans ce triangle-là, que j'appelle TR, ce qui est l'abréviation de triangle des couleurs reproductibles. Voilà. Donc on voit que le violet, l'indigo aussi, en fait, sont en dehors des couleurs reproductives par les écrans. Alors c'est bien embêtant pour moi, mais pour quiconque voudrait en parler, c'est que je vais vous parler de choses que je ne peux pas vous montrer sur l'écran. Voilà, donc il faudra faire appel à votre mémoire quand vous les avez vus en vrai, sans passer par un écran. Et pour une photographie, ce serait exactement le même problème, pour une photographie argentique. Voilà, ne croyons pas que parce que les couleurs sont très serrées ici, qu'en fait, il n'y a pas grand changement de couleur quand on se déplace un petit peu. Les 2 diapositives suivantes vous montrent que ici il y a les ellipses de discrimination chromatique du seuil de discrimination chromatique dû à Macadam en 1942. Eh bien là, l'ellipse elle est toute petite, ça veut dire qu'il suffit de se déplacer donc du centre au bord de l'ellipse pour qu'on commence à voir un changement de couleur. Donc ici, les changements de couleur sont très perceptibles alors qu'on se déplace très peu sur ce diagramme. Et là, eh bien, je trace les courbes isopureté colorimétrique. Eh bien, je vois aussi que du côté du point violet du diagramme des couleurs, ou du diagramme chromatique, du diagramme de chromaticité, pardon, euh, eh bien, le changement de pureté est très très rapide pour un tout petit déplacement ici. Là, c'est la pureté 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Donc, vous voyez que les courbes se resserrent très très fort du côté violet. Donc, ce n'est pas parce que tout est très tassé du côté violet que les changements de couleur perçus sont faibles. Voilà. Bon, il y a quelques complications, mais juste histoire de dire au cas éventuel, vous ne le sauriez pas, mais ça m'étonnerait, que tout ce que j'ai dit, ça ne suffit pas. Il faudrait rentrer dans des détails plus fins, mais ça ne va pas tenir dans la demi-heure. Donc, il y a la différence entre tonalité et teinte, voilà. Et finalement, les segments de droite qui partent du point blanc, qui est appelé C ici, ne sont pas des courbes isotonalité. Voilà. Euh, quoi dire encore? Eh bien que sur la fovéola, qui a un champ central, qui a un champ visuel de 0,5 degrés de diamètre seulement, nous n'avons pas de cône S. Nous avons les cônes M et L. Donc en fait, nous ne sommes pas sensibles au bleu sur ce champ tout petit. Et donc, pour un champ de vision de 2 degrés ou pour un champ de vision de 10 degrés, euh, l'absence de cône S est beaucoup plus sensible dans le premier cas que dans le deuxième, donc ce qui fait que la colorimétrie a redéfini un observateur qui regarde des champs de 10 degrés en 1964, et les définitions de 1931, c'était pour un champ de 2 degrés. Voilà, donc ça vient de ce petit problème. Bon, c'est ce que je raconte ici. Voilà. Et puis, dernière chose, le diagramme des couleurs ou le diagramme de chromaticité tel qu'on le voit. Ah ben, en fait, les couleurs que l'on a dessinées ici, elles sont sujettes à caution. Surtout dans le domaine qui va du jaune au rouge. C'est que quand on change la luminance du jaune au rouge, en termes psychologiques, on dira le niveau. Eh bien, quand on change de niveau, on change aussi la sensation colorée produite. Et un jaune à bas niveau va vous sembler brun. Voilà. Un orange à bas niveau, non, un jaune à bas niveau va vous sembler vert olive, excusez-moi. Un jaune orangé à bas niveau va vous sembler brun. Un orange à bas niveau va vous sembler marron. Tout ceci n'est pas représenté sur le diagramme des couleurs. Donc ça, c'est la grosse critique qu'on peut lui faire. Et donc, c'est que l'ensemble des sensations colorées, en excluant le niveau de ces caractéristiques, eh bien, ce n'est pas un domaine à 2 dimensions, x, y, malheureusement, mais c'est un domaine à 3 dimensions. Alors, d'où l'intérêt de l'atlas de Munzel, mais qui par contre n'a pas les jolies propriétés mathématiques du diagramme de chromaticité. Et je vous montre donc sous ce qui est représenté ici comme le jaune et jaune-rouge, bon, plus bas, à plus bas niveau, quand la luminance est plus faible, on devrait voir, j'ai dit, du vert olive au brun et au marron. Et je vous ai mis un éclaté ici qui le montre à l'extrémité inférieure. Voilà, on est bien sous l'orange. Sous l'orange, à bas niveau, il y a du marron.
Voilà. Donc, en fait, il faut raisonner à 3 dimensions. Bon, mais pour l'arc-en-ciel, eh bien, le niveau lumineux, au sens psychologique, est toujours assez important pour qu'on n'ait pas ce problème. Et dans l'arc-en-ciel, on voit de l'orange, on ne voit pas du marron, parce que le niveau est toujours, en général, assez fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous donner une idée du violet? Mais je dis une idée. Sur l'écran, ce qui est émis, ça ne peut pas être du violet. On vient de voir pourquoi. Ce n'est pas dans le triangle TR. Eh ben, c'est la couleur des violettes. Je dirais surtout celle de droite, peut-être. Voilà. Et puis, d'autres variétés eh ben, donneront plutôt des idées du mauve, c'est-à-dire du pourpre. Entre le pourpre où il y a plus de bleu que de rouge et celui où il y a plus de rouge que de bleu. Je les ai disposés dans l'ordre. Voilà. Bon. Il y a aussi l'effet Bösel-Brücke. Donc là, c'est le changement de couleur en fonction de l'augmentation de luminance, de niveau, avant qu'on arrive à l'éblouissement, mais quand on s'en approche, bon, pareil, je vais sauter ceci. Et je rentre dans ma partie 1. Est-ce que Lionel, tu sais combien de temps il me reste? C'est encore un quart d'heure ou... Oui, un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, parfait, très bien. Donc allez, 7 minutes et demie pour chaque partie environ. Donc, on va regarder le côté intérieur de l'arc-en-ciel primaire. Donc, sur cette photo, vue de chez moi d'ailleurs, donc on voit le village, on voit l'église. Vous voyez surtout un arc-en-ciel primaire plus lumineux, puis là, vous devinez un arc-en-ciel secondaire. Bon, et dans cet arc-en-ciel primaire, bah, côté intérieur, force est de constater qu'on ne voit pas spécialement de bleu, hein. On voit du rouge, de l'orange, on devine du jaune, du vert, et puis après ça, tiens, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas forcément tout le temps du bleu. Bon, ok. Encore plus pour cet arc-là, où d'ailleurs on voit mieux le secondaire, où on voit que l'ordre des couleurs est inversé, c'est tout à fait normal, ça s'explique par la physique. Pour l'arc primaire, le côté rouge est à l'extérieur, vous voyez que pour l'arc secondaire, le côté rouge est à l'intérieur. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que la bande entre les deux est plus sombre que le côté intérieur de l'arc primaire, ça c'est complètement évident, et aussi, si on regarde bien, que le côté extérieur de l'arc secondaire, ça c'est moins facile à voir. Voilà, et on appelle la bande sombre d'Alexandre, un philosophe grec du IIIe siècle, qui était le premier à avoir remarqué cette curiosité physique. Là, je vous montre une autre photo d'arc-en-ciel, toujours vue de chez moi. Ah, alors là, on a le plaisir de voir du bleu, quand même. Bon, donc on voit du rouge peu lumineux, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, oui, quand même. Et après ça, du bleu, ben non, il n'y a pas de violet, désolé. Il n'y a pas de violet, il y a du mauve. Clairement, ici, c'est superposition de violet et de rouge, ou de bleu et de rouge. Hein, le triangle des couleurs, pardon, le triangle des pourpres me permet de comprendre, si vous revenez au triangle, et j'y reviens très vite, voilà, que j'y suis, voilà, si je superpose du bleu impur, non, pardon, si je superpose du bleu pur, voilà, une raie bleue, ici, à une raie rouge pure, je passerai dans le triangle des pourpres avec le segment entre les deux, donc en les dosant bien, j'aurai un pourpre impur, et je pourrais avoir le même en superposant pas du bleu mais du violet extrême, pas le rouge intermédiaire ici mais du rouge extrême, et du blanc. En dosant bien ces trois choses-là, je pourrais obtenir exactement le même pourpre que celui que j'obtiens en prenant du bleu pur, du bleu pur mais pas extrême, et du rouge pur mais pas extrême non plus. Voilà. Donc c'est le diagramme de chromaticité très intéressant pour bien comprendre ce genre de choses. Voilà. Donc je peux dire aussi que le pourpre que je vous ai montré là, ou je dirais mauve, je ne fais pas de distinction entre les deux, je peux l'obtenir aussi par superposition de bleu et de rouge, de même que je peux dire que je peux l'obtenir par superposition de violet, de rouge, et peut-être éventuellement de blanc. Bon, si je ne mets pas de blanc, ça ne marchera pas avec le bleu et le rouge. Hein. Okay, ça sera obligatoirement du violet extrême et du rouge extrême. Bon, bien. Et regardez, en dessous du mauve, c'est très clair, on voit de nouveau du vert. Ah, ça, on en reparlera plus tard. Et en dessous, on devinerait qu'il y a peut-être encore un petit peu de mauve. En déplaçant le champ visuel, on le voit. Si on ne le déplace pas, on ne voit pas. Vous savez, on est plus sensible à cela. Est-ce que ça vient du fait que le soleil est bas sur l'horizon? Peut-être. Non. Quand le soleil est bas sur l'horizon, eh ben, on le voit rouge, ça vous fait un arc rouge, donc vous voyez du rouge, vous devinez de l'orange, le jaune, on ne le voit presque plus. En tout cas, en aucun cas, le soleil bas sur l'horizon ne vous produit du mauve. Voilà. Donc, ce n'est pas la bonne explication. Là, juste histoire de rappeler
que l'arc-en-ciel, eh bien, il est formé par les rayons de la famille à laquelle appartient le rayon 3 et le rayon 4. L'arc-en-ciel, alors primaire, famille des rayons 3, secondaire, famille des rayons 4, ici, qui ressortent, c'est-à-dire l'arc-en-ciel primaire est dû à des rayons qui sont rentrés dans une goutte et qui ont subi une réflexion à l'intérieur, on parlera d'une réflexion interne, et, et qui ressortent. Et si avant de sortir, on lui laisse subir une deuxième réflexion interne, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est une façon de parler. Voilà, donc s'il y a deux réflexions internes, à ce moment-là, avant de ressortir, en quatre, eh bien, c'est ça qui va produire l'arc secondaire. Voilà. Bon, l'angle de réflexion interne, ici, qui produit l'arc-en-ciel primaire, il vaut 40 degrés. Et l'angle de Brewster entre l'eau liquide et l'air, il vaut 37 degrés, seulement 3 de moins. Tiens, cette proximité est tout à fait intéressante. On en reparlera. Voilà. Alors, si on trace les courbes qui donnent la déviation en fonction de l'angle d'incidence sur la goutte. Voilà. D'ailleurs, ces déviations, elles sont notées D. Alors, D indice 1 quand il y a une réflexion interne, D indice 2 quand il y en a deux. Quand il y en a deux, d'ailleurs, on a représenté ici en bleu, non pas la déviation, mais la déviation moins pi en radian, ou moins 180 en degrés. Okay, donc, ce serait décalé vers le haut si on ne mettait pas ce moins 180 degrés. Eh bien, ça fait cette courbe-là, et vous voyez clairement qu'il y a un minimum ici. Et que ce minimum correspond à une valeur de 51 degrés. Eh ben, c'est le rayon angulaire de l'arc-en-ciel secondaire que vous voyez là. Ou d'ailleurs, là, on voit le vert et le bleu côté extérieur. OK, normal. Bon, et là, on a représenté en rouge orangé, non pas la déviation D1 avec une seule réflexion interne, mais on a représenté 180 degrés moins D1. C'est comme on a représenté 180 degrés moins D1, il y a une courbe avec un maximum ici, ce qui veut dire que pour la déviation D1, c'est un minimum, c'est à chaque fois un minimum de déviation, d'accord? Et 180 degrés moins D1 au maximum, ça fait 42 degrés, c'est le rayon angulaire de l'arc-en-ciel primaire. Où vous voyez ici encore eh bien, du vert. Le bleu, je ne sais pas trop si on le voit, en tout cas, plus à l'intérieur, il y a de nouveau du mauve. Et moi, en bougeant le champ de vision, je devinerais qu'il y a une très très fine bande verte. Bon, bien. Là, pareil, encore vu de chez moi. Là, plus tard le soir, voilà, le soleil était plus bas sur l'horizon, d'où la quasi-verticalité des deux arcs ici, le primaire, le secondaire. On voit encore bien que l'ordre des couleurs est inversé. Vous voyez du vert. Je pense qu'on voit pas, quasiment pas de bleu. On voit du vert, on voit du mauve. Et là, on revoit une bande verte. À cette bande verte supplémentaire, ça fait partie des arcs surnuméraires. Eh ben, il est temps que j'en parle. Voilà, ah ben, je suis dans les temps. J'attaque donc ma deuxième partie, l'effet des arcs surnuméraires. Ici, pour une raison qui est un petit peu mystérieuse, ces arcs surnuméraires, eh bien, il faut regarder, donc ça, là c'est un petit segment d'arc primaire, le centre de l'arc est vers le bas, en dehors du cadre de la photo. Voilà, donc on a le rouge, l'orange, le jaune, le bleu, le vert, le bleu, et toujours pas de violet, mais du mauve. Puis après ça, on a du vert. Puis après ça, on a du mauve. On a encore du vert. Ça, c'est les arcs surnuméraires. Là, ils sont exceptionnellement lumineux pour une raison qui est un petit peu mystérieuse. Voilà. Du côté du secondaire, alors, côté extérieur du secondaire, donc vous voyez, là vous avez le secondaire, donc il faudrait chercher à sa gauche ici. Eh bien, si c'était très très lumineux, on pourrait voir aussi des arcs surnuméraires, mais là c'est vraiment dans la nature difficile. Avec un laser et dans un laboratoire, aucun problème, mais dans la nature, c'est très très rarement vu. Le premier à avoir mentionné ça, qu'il ait vu dans la nature, c'est Brewster en 1828, quand même. Voilà. Bon. Alors, d'où ça vient, ces arcs surnuméraires, qui jouent une grande importance pour mon propos? Tu me préviens, Lionel, quand je suis à 5 minutes de la fin, s'il te plaît? Oui, 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 pas Voilà, de problème. OK. Euh, eh bien, Jung a eu, donc au début du 19e siècle, le premier, une idée d'explication de ces arcs surnuméraires. Il s'est dit, ah, revenons aux courbes là, que je vous ai montrées. Tiens, voilà, celle-là. Eh bien, quand la déviation, ici, ne correspond pas au minimum, qui sera donc, comme je dis, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure pour le rouge, là, 180 moins 42 degrés, d'ailleurs, ce qui fait 138 degrés, d'accord? Donc, quand la déviation est supérieure à ce minimum, c'est-à-dire que ici, 180 moins la réfraction, moins la déviation, pardon, est inférieure à 42 degrés. Vous voyez qu'il y a deux angles d'incidence qui peuvent donner la même déviation. Voilà. Donc, pour une déviation qui OK, ici, c'est marqué. Pour une
pour une déviation qui est à 1 degré au-dessus du minimum de déviation, donc une déviation de 139 degrés, c'est 1 degré au-dessus de 138, eh bien, vous avez deux angles d'incidence possibles qui vont vous produire cette même déviation. Les deux rayons qui ressortent parallèles, voilà, ils ont été déviés de la même façon par rapport aux incidents qui rentrent parallèles aussi. Alors, il y en a un incident qui est dessiné en bleu et l'autre qui est dessiné en rouge. Ça ne veut pas dire que l'un est de la lumière bleue, l'autre c'est de la lumière rouge. Je suis en train de considérer pour la suite d'ailleurs des lumières de même longueur d'onde, hein. Sauf que pour distinguer les rayons, il y en a un qui est dessiné bleu, l'autre qui est dessiné rouge, hein. Mais je parle de rayons en fait associés à une même longueur d'onde pour la suite de mon propos. Bon, ah ben voilà. Il y a donc deux angles d'incidence différents. Très bien. Il s'est dit, bah, ces deux rayons, ils n'ont pas le même trajet. Il y a donc ce qu'on appelle en optique une différence de marche, et ça peut produire des interférences. Et quand on fait varier la différence de marche, les interférences passent de constructives à destructives. Voilà. Et c'est constructif à chaque fois que c'est un nombre entier de longueur d'onde, cette différence de marche, et c'est destructif quand c'est un nombre demi-entier. Et voilà comment Jung explique la succession des arcs surnuméraires. Très bien. Bon, et voilà. Bon, là, je saute parce que je crois que j'aurai pas le temps de le raconter. Il y a un point très important quand même, c'est que si je m'intéresse à la surface d'onde, ça c'est en optique géométrique une notion importante, c'est une surface qui, pour un faisceau lumineux, est perpendiculaire à tous les rayons de ce faisceau lumineux, comme l'a prouvé M. Malus et M. Dupin aussi, indépendamment. Eh bien, là, cette surface, elle a sa concavité qui se trouve vers la droite. Et ici, la concavité vers la gauche. Ça veut dire que le rayon qui était dessiné ici en bleu, eh bien, il fait partie d'un faisceau qui converge au niveau d'une focale d'astigmatisme à la sortie de la goutte. Alors que le rayon qui était dessiné en rouge, il passe dans cette partie-là de la surface d'onde sigmoïde, et du coup, il fait partie d'un faisceau qui diverge, qui ne converge pas. Eh bien, quand un rayon lumineux passe par une focale d'astigmatisme, là, il se rajoute, juste après cette traversée de la focale d'astigmatisme, un déphasage supplémentaire qui est un déphasage retard de pi sur 2, autrement dit, moins 90 degrés. Voilà. C'est un phénomène qui ne peut s'expliquer que par la diffraction. C'est apparenté au déphasage de Mélin ou aussi à l'effet Gouy. Ça, Jung ne le savait pas. Si on modifie la théorie de Jung en tenant compte tout simplement de ça, eh bien, elle rend très bien compte de la position des arcs surnuméraires. Voilà. Là, vous avez un graphe pour une longueur d'onde donnée, je précise, c'est pour ça que j'ai insisté il y a une minute sur le fait que c'est pour une longueur d'onde donnée, même si un rayon était dessiné sur le schéma en bleu et l'autre en rouge. Okay. Si on fait la théorie de Jung, okay, eh bien, on obtient la courbe qui est en bleu ici, comme c'est marqué. Si on fait une théorie beaucoup plus rigoureuse que celle d'Herry, voilà, mais pas parfaitement rigoureuse quand même, on obtient ce qui est marqué en rouge, et on constate que les arcs surnuméraires prédits par Jung ne sont pas à la bonne position. Voilà. Par contre, si on modifie la théorie de Jung comme lui-même n'avait pas su le faire, en rajoutant les déphasages dont je viens de parler, enfin le déphasage dont je viens de parler, à ce moment-là, eh bien, c'est très très près de la réalité. En tout cas, pour, on va dire, allez, les deux premiers arcs surnuméraires. Après ça, on voit que ça s'éloigne progressivement. Voilà. Donc, en fait, comme tenir compte du phénomène de diffraction dans toute sa complexité mathématique, ça fait manipuler des équations fort ardues et pour laquelle, la plupart du temps, on ne sait pas exprimer les solutions analytiques. On a différentes approximations pour essayer d'obtenir des expressions analytiques. Et donc, il y a l'approximation d'Herry, qui est assez grossière, mais pas mal. Celle de Debye, qui est plus fine. Et vous voyez qu'entre Herry et Debye, eh bien, ce qui est représenté en mauve ici et en rouge, il n'y a presque pas de différence. Voilà, donc ça veut dire que l'approximation d'Herry, qui est relativement grossière, marche presque aussi bien qu'une chose beaucoup plus compliquée qui est celle de Debye, qui n'est pas encore la plus rigoureuse, qui est celle de Mie, dont je parle sur la diapositive juste après. Donc là, ces courbes sont tracées à partir de la théorie de Mie. Voilà. Et donc là, s'il n'y a pas annulation de l'intensité lumineuse qui est représentée, c'est parce qu'on a superposé ce qui se passe pour toutes les longueurs d'onde qui vont de 380 à 700 nanomètres. Donc, on a considéré une lumière quasi blanche. Pour qu'elle soit parfaitement blanche, il faudrait aller jusqu'à 760. Voilà. Et on a distingué conceptuellement ce qui concerne la polarisation de la lumière qui est perpendiculaire au plan d'incidence, voilà, et ça donne la courbe qui est au-dessus, et celle qui est parallèle au plan d'incidence, ça donne la courbe qui est en dessous. L'échelle est logarithmique, donc c'est un ordre de grandeur moins lumineux, en gros un facteur 10. On voit que c'est en opposition de phase ici, par rapport, c'est en anticoïncidence, pardon, je me suis mal exprimé. Cette courbe-là est en anticoïncidence avec la courbe qui est au-dessus.
Eh bien, c'est normal. Ça vient du fait que, si je retourne au schéma qui est ici, voilà, pour l'arc primaire, voilà, lorsque on est pile sur la caustique de l'arc primaire, c'est que les deux rayons sont confondus. La déviation obtenue, c'est les 138 degrés, c'est pile le minimum. Voilà. Et l'angle de réflexion interne ici, c'est 40 degrés. Or, l'angle de Brewster, celui qui fait que euh, la lumière ne se réfléchit pas en ce qui concerne sa composante perpendiculaire au plan d'incidence, c'est ici pour 37 degrés, à peine 3 degrés de moins. Eh bien, il suffit qu'on change la déviation de 1 degré. Voilà, comme ça a été fait ici sur la figure. Bon, en fait, 0,8. Donc, presque comme ça a été fait sur la figure. Pour que le rayon dessiné en rouge, qui a l'incidence plus faible, il ait l'incidence de Brewster, et que celui qui est dessiné en bleu, il a une incidence qui est supérieure à celle de Brewster. Voilà. Excuse-moi, Luc, il faut Oui, terminer. Parce qu'on va être un d'accord. peu Donc, abrupt. approcher de la fin. Voilà. D'accord. Moins compliqué. Bon, très bien. Donc, il y a des complications dues à la théridmie, mais qui euh, n'apparaissent pas dans l'observation visuelle de l'arc-en-ciel parce que c'est brouillé par la largeur angulaire du Soleil. Bon, voilà. Encore combien de temps, Lionel? 5 minutes? Ou à moins. Un peu moins. Très bien. Eh bien, je m'approche de ma conclusion. Donc là, vous voyez très bien les arcs surnuméraires. Ils vont en s'évasant probablement parce que les gouttelettes ici sont plus petites qu'en bas, ben, où elles ont le temps de grossir pendant la chute parce qu'elles sont cognées à d'autres. Voilà. Donc là, vous voyez le mauve. Et bon, là aussi, eh bien, le fin mot de l'histoire, il est donné par cette étude faite par Lee, qui a été publiée en 2003. Voilà. Et il a fait tracer dans toute la complexité du problème, en tenant compte de la théorie de Mie, en tenant compte de tout le spectre visible, de 380 à 760 nanomètres, en tenant compte des deux polarisations dont je vous ai parlé, en tenant compte de la largeur angulaire du Soleil, avec son diamètre apparent de 0,5 degrés, en tenant compte de tout ça, eh ben, il a déterminé pour c'est même pas fini. Pour un rayon donné des populations de gouttelettes, l'ensemble des couleurs que l'on peut voir dans l'arc-en-ciel disposées donc de haut en bas, sur une verticale. Et dans le diagramme de droite, il a tenu compte du fait que les populations de gouttelettes n'ont pas toutes le même rayon et il a mis donc une dispersion statistique de 10% de rayon. Donc le rayon qui est indiqué ici, ce n'est pas le rayon de toutes les gouttes, c'est seulement le rayon moyen de la population. Eh bien, vous voyez, ce diagramme de Lie vous apprend que c'est tout à fait normal que quand le rayon est plus petit que 0,03 mm ici, ou plus grand que 0,2 mm ici, il n'y a plus de bleu visible. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit on ne voit pas de bleu, eh ben, ce n'est pas que les gouttes étaient trop petites parce que ça aurait été super blanchâtre, c'est que les gouttes étaient plus grosses que 0,2 mm de rayon. Et là, c'était normal qu'il n'y ait pas de bleu. Et que du mauve, on en voit quand les gouttes ont un rayon entre 0,01 entre 0,1 et 0,3 mm. Voilà, pour le rayon moyen. Là, on voit du mauve et on ne voit jamais de violet. Ce que confirme l'étude de Philippe Lavenne, qui est fait tracer pour des gouttes de 0,150 mm de rayon, dans le diagramme de chromaticité, l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel primaire, et vous voyez qu'ils ne sortent pas du triangle des couleurs reproductibles TR. Donc, en aucun cas, l'arc-en-ciel primaire, au moins, ne vous produit du violet. Voilà, c'est tout à fait normal. Par contre, il passe plusieurs fois dans le triangle des pourpres, donc il donne plusieurs fois du mauve. C'est tout à fait normal. Et voilà ma conclusion. Donc, on a élucidé pourquoi des fois il n'y a pas de bleu, pourquoi il n'y a jamais de violet et pourquoi de temps en temps il y a du mauve. Et moi, je dis que cette élucidation me semble d'autant plus profitable que, premièrement, une certaine confusion entre les teintes mauve et violette se trouve assez répandue dans la population, au moins en France, je dirais, d'après ce que j'ai pu constater. Des simulations de spectres visibles mettent souvent du mauve là où il devra mettre du violet, comme je l'ai montré sur ma page 1. Qu'une explication possible à cette confusion est que les arcs-en-ciel qui ont des gouttes de rayon entre 0,1 et 0,3 mm, ils vous donnent du mauve, ils ne donnent pas du violet. Que les gens, pour la plupart, ne sont pas assez physiciens pour savoir que les couleurs de l'arc-en-ciel, ce n'est pas la même chose que les couleurs d'un spectre, et que quand dans un spectre, on doit avoir du violet, ou c'est monochromatique, l'arc-en-ciel, il ne donne pas des couleurs monochromatiques, et il donnera du mauve à cet endroit-là, voilà, et que cette assimilation erronée est favorisée par le langage courant, parce que dans le langage courant, en vulgarisation, quand on veut dire un spectre et qu'on a projeté par un réseau, par un prisme, le spectre de la lumière blanche, eh bien, pour le grand public, pour vulgariser, on va souvent dire on a mis l'arc-en-ciel des couleurs.
Et les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont pas la suite des couleurs monochromatiques données par un spectroscope. Donc, si on assimile les deux, on fait une confusion. Et alors que le spectre donne aux courtes longueurs d'onde du violet, l'arc-en-ciel, eh bien, il donne du côté correspondant pas du violet, quelque chose de pas monochromatique, et il peut donner, lorsque les gouttes ont entre 0,1 et 0,3 mm de rayon, du mauve. Et voilà, je suis arrivé à l'essentiel que je voulais vous partager. J'espère que je vous ai convaincu, si possible, un tout petit peu intéressé. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu décevant avec les webinaires, c'est qu'il faut applaudir et on n'a pas nos micros, mais on C'est le fait pas avec grave. cœur. Alors, vous pouvez mettre la petite icône applaudissement dans les réactions ou des petits cœurs si vous voulez. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Je laisse Marjorie et Sonia pour les questions du chat. Alors, je crois qu'il y en a une qui est une question d'ordre linguistique. Oui, alors, attends, où c'est qu'on voit les questions? Moi, je voulais remercier Luc, hein, d'avoir rétabli la vérité entre l'arc-en-ciel et le spectre. Je pense qu'effectivement, il y a souvent cette confusion. En tout cas, ça a permis moi, ça m'a permis effectivement d'avoir quand même quelques éléments de réponse. Et j'avais peut-être donc sur les questions du chat, euh, de Riyad. Est-ce que cette confusion mauve-violet existe aussi dans d'autres langues, en anglais, où il doit y avoir une littérature importante? Ah bah vous avez Violet et Purple. Hein, les deux existent. Et donc, dans les diapos suivantes, là où je parle, hop, bon, ah, bon, non. Si, si, si. Bon, mais je dirais déjà, les Grecs n'étaient pas d'accord là-dessus, donc ça remonte même à l'Antiquité grecque, cette histoire. Je ne trouve plus où je voulais marquer. Ah bah si, c'était tout là-haut, voilà. Donc dans l'Antiquité, vous avez Xénophane de Colophon, donc eh bien, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il disait ce que l'on appelle arc-en-ciel est aussi par nature un nuage qui est pourpre, et en grec il mettait porphyréon, et Aristote, il dit c'est violet pourpre, et il met un autre mot grec, il met alourgone. Donc déjà, je dirais dès le début, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle avant Jésus-Christ, ils ne sont pas d'accord et ils ont deux mots différents. Bon. Mais déjà en anglais, il y a violet et purple. J'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, le mauve, on le voit parce que c'est une superposition du violet de l'arc primaire d'une sorte de rouge des arcs surnuméraires. Est-ce que c'est Tout à ça? fait. Tout à fait, oui. Oui. D'accord. Effectivement, je me suis dépêché, donc je ne l'ai pas dit clairement. Du côté intérieur de l'arc-en-ciel, vous avez superposition donc, du violet de l'arc principal avec le rouge du premier arc surnuméraire. Et alors, ma question était pourquoi on voit du vert ensuite? Ah, pourquoi on voit du vert? Eh bien, en fait, c'est un petit peu comme pour les teintes de Newton. Quand vous avez des phénomènes interférentiels et les arcs surnuméraires, c'est en grande partie interférentiel, quand on superpose toutes les longueurs d'onde, on va dire toutes les couleurs monochromatiques, qui donnent des interfranges différents, eh bien, très très vite, la succession des couleurs que l'on observe quand on avance dans les différences de marche, et d'ailleurs on avance dans les différences de marche quand on se dirige vers l'intérieur de l'arc primaire, hein, eh bien, ça finit par être du vert, une alternance de vert et de mauve. Et donc, je pense que ça vient de la sensibilité de l'œil qui est la plus forte dans le vert, si vous voulez, et l'œil réagit au fait que euh, vous avez les composantes vertes qui sont quasiment éteintes par interférence pour certaines différences de marche, ou alors elles ne sont pas éteintes, et comme on réagit le plus fort au vert, on voit sa présence. Donc assez vite, ça vire à ça, si vous voulez. L'œil réagit au fait que par interférence, le vert est supprimé, ou alors les interférences ne le suppriment pas, et à ce moment-là, donc, on voit surtout vert parce qu'on est le plus sensible au vert, et quand il est supprimé, on voit le complémentaire du vert, on voit le mauve, ou pourpre. Voilà, très vite ça devient ça. Merci beaucoup, Luc. Alors, je vois que on a dépassé un petit peu, mais c'est pas gênant. Alors, j'avais promis hein, que si on voulait te poser des questions, on pouvait le faire
par ton adresse mail qui va s'afficher bientôt. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ah si, peut-être. Oui. Oui. Vas-y. Alors, il y a beaucoup de remerciements. Pas de quoi, ça me fait Je- plaisir, merci. voilà, je crois que ce premier déjeuner est un succès. Et donc la question d'Olivier Morisot, le graphe indiquant la déviation en fonction de l'angle d'incidence Oui. montre que le rouge, par exemple, est renvoyé selon tous les angles inférieurs à 42 degrés. Donc par défaut déjà, même en l'absence de la notion numéraire, le violet est mélangé de rouge, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, c'est que, oui, exact, 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 mais il est mélangé aussi à toutes les autres couleurs. Et là où il y a le minimum de déviation, eh bien, il se produit une accumulation de lumière. Comment dire, il faudrait que je revienne à ce schéma. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Bon, voilà. Allez, par exemple, ce schéma-là. Donc, en fait, la déviation des rayons va changer quand on change la hauteur d'incidence des rayons ici. Mais cette déviation va changer très doucement quand ces rayons sont auprès de ce qui donne le minimum de déviation et va changer beaucoup plus vite quand ces rayons seront plus loin. Donc, ce changement très doux fait qu'il y a, je dirais, une beaucoup plus large bande vue verticale ici sur ma figure de lumière qui va pouvoir sortir dans un domaine de déviation étroit et que cette même largeur rentrant ailleurs sur la goutte va être étalée beaucoup plus angulairement à la sortie. Donc en fait, cette superposition des couleurs dont vous parlez, c'est sûr qu'elle a lieu. Voilà. Donc ici, elle a lieu. Mais voilà, ça donne ça. Donc là où j'agite mon pointeur, vous avez toutes les couleurs du spectre qui arrivent, qui sont superposées, toutes, ça vous recrée du blanc, mais c'est beaucoup moins lumineux que ce qui est ici, qui est dû à l'accumulation de lumière due au minimum de déviation. Donc en fait, le minimum de déviation, si vous voulez, il produit une accumulation de lumière, ça fait que c'est ce qu'on voit le plus, et la position du minimum dépend de la longueur d'onde. Alors, le minimum pour le rouge, il se trouve ici du côté gauche de la photo, le minimum pour le violet, il se trouve du côté droit, et comme le minimum pour le rouge est à gauche, les axes sur mer qui sont à l'intérieur, bah, le premier axe sur mer associé au rouge, il va pouvoir tomber sur le violet de l'acoustique. Voilà, et du coup, ça vous fait le mauve que l'on voit ici. Voilà. Mais là, Merci. effectivement, il y a toutes les longueurs d'onde. Là, vous avez le rouge, vous avez le violet, mais vous avez aussi le vert, le jaune, le bleu, l'orange, et ça vous fait du blanc, le blanchâtre qu'on voit ici. Luc, est-ce que dans les mauves qu'on peut percevoir en fonction de certaines conditions, on peut avoir plusieurs variations ou plusieurs nuances de ces mauves? Ah, alors, bah, la réponse, là, elle est à chercher dans le diagramme de Lie, d'une part. Donc, la réponse est à chercher ici. Voilà. Donc, il faut se balader sur une verticale là, du diagramme qui est à droite et vous demandez donc si vous considérez que vous voyez différentes nuances de mauve. Forcément, il y en aura. Là, je me mets dans une bande où je passe par le bleu aussi. Vous voyez que c'est assez étroit, hein, le domaine où il y a le bleu. Hein. Plus bas, il n'y en a plus. Plus haut, il n'y en a plus non plus. Par contre, il y a du vert. Bon, donc au contact du bleu, le mauve sera bleuté forcément. Et puis après ça, ben, sans doute qu'il va devenir plus rougeâtre. Et c'est complètement confirmé par ceci. Voilà. Là, vous avez donc en fonction de la direction de vision, ce diagramme qui a été fait par Philippe Laven, et ben voilà, ça tournicote comme ça à l'intérieur du triangle des couleurs reproductibles, c'est presque une chance. Ça passe pas par le violet, et vous voyez que ici, eh bien, la courbe passe du mauve violacé au mauve, on va dire orangeâtre. Il n'y a aucune courbe qui passe bien dans le mauve rougeâtre. On va prendre une toute dernière question, la question d'Aurélien. Le fait que la vision humaine soit moins sensible au bleu a-t-il une incidence sur notre perception des bleus des arcs-en-ciel? Oui, bien sûr. Eh ben, je dirais, les fonctions colorimétriques qui sont utilisées pour définir les coordonnées petit x, petit y ici, ils tiennent compte de ça. Et voilà. Euh, comment dire, voilà, je cherche à vous montrer ceci. Bon, là, il y a ce que l'on appelle les fonctions colorimétriques notées grand X bar, grand Y bar, grand Z bar, fonction de la longueur d'onde, qui servent à définir les composantes trichromatiques grand X, grand Y, grand Z, et puis après ça, les coordonnées
donc colorimétriques, petit x, petit y, petit z, qui sont grand x bar plus sur grand x bar plus grand y bar plus grand z bar, etc. Bon, tout ça, c'est défini en tenant compte de cette sensibilité de l'œil qui a un maximum dans le vert. Là, le y bar, la deuxième fonction colorimétrique, c'est par définition la courbe de sensibilité de l'œil humain, avec son maximum dans le vert, et donc bah, ça va jusqu'à s'annuler au rouge extrême ici, au violet extrême. Donc vous voyez, la colorimétrie en tient compte de ça. Donc les diagrammes que je vous ai montrés, les études tiennent compte du fait qu'on est moins sensible au bleu qu'au vert et qu'on est moins sensible au rouge qu'au vert, etc. Et bien sûr, ceci influe sur notre vision. Mais les études qui sont faites en tiennent compte. Merci, merci beaucoup Luc. On te remercie vraiment grandement pour cette présentation. Je vais juste dire un mot de conclusion. J'ai vu que tu avais cité Yves Legrand, et Yves Legrand a été un des fondateurs du Centre français de la couleur, et qui a été créé en 1976. Et on va fêter donc ses 50 ans l'année prochaine. Donc Super. suivez-nous pour voir les activités que nous allons proposer. N'hésitez pas à adhérer au Centre français de la couleur si vous êtes intéressé par toutes les choses autour de la couleur. Et vous pouvez également ou faire un don à l'association. On va se retrouver donc avec d'autres webinaires. On va essayer d'avoir un rythme mensuel et on va montrer un peu la diversité de ce qu'on propose au CFC, c'est-à-dire à la fois, vous avez des présentations comme d'un physicien comme Luc, mais il y aura aussi des présentations de praticiens de la couleur, que ce soit des artistes ou des designers. On va essayer d'alterner un petit peu l'ensemble des propositions. Voilà, je pense qu'on peut conclure ce webinaire ici. Merci encore Luc et merci Ah, à vous d'avoir participé. mon adresse Merci. électronique est en bas.